Bien, mesdames, messieurs, merci pour votre présence. Donc, c'est la première séance du séminaire qui accompagne le cours Migration et religion. Alors, on commence fort. J'accueille aujourd'hui, le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Cuchet et Vincent Tibéry. Vincent Tibéry, à cause d'une bévue que nous avons commise sur son billet de train, vient de Bordeaux, mais pas par la voie directe, donc il va arriver un peu en retard, mais il pourra prendre la parole après Guillaume Cuchet. Alors, Guillaume Cuchet est professeur d'histoire à l'Université de Paris 1, après avoir été longtemps professeur à Créteil. Et on lui doit toute une série d'ouvrages bien connus. Moi, je l'avais découvert, le premier texte que j'ai lu de lui, c'était un article étonnant sur la controverse concernant le nombre de zélus, comment l'Église catholique au XIXe siècle, voyant les demandes les plus pressantes des fidèles, devait régler la question de savoir, mais s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, mais alors à quoi ça sert de se démener si c'est pour avoir très peu de chances d'être élu. Il y avait des pourcentages qui circulaient, du genre 1% ou 10%, et l'Église l'a fait, comme souvent elle le fait, a fait un effort d'accommodement pour justifier le fait que le nombre des élus était sans doute beaucoup plus grand que ce qu'on avait dit jusque-là, et que ça valait le coup quand même d'entrer dans un chemin de dévotion, de sacrifice, d'observance, etc. J'avais trouvé cet article passionnant. Ensuite, il y a eu 2 livres au titre accrocheur, et qui ont accroché d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons cessé d'être chrétiens, enfin le monde a cessé d'être chrétien. Comment notre monde a cessé d'être chrétien, et ensuite le catholicisme a-t-il encore un avenir? Voilà, je cite de mémoire. Et ces 2 livres sont absolument passionnants. Si vous l'avez déjà fait, je vous invite à les lire, car ce sont des mises au point très, très précises sur, au fond, tout ce que nous savons maintenant, avec un certain recul du temps, sur l'évolution des pratiques religieuses. Parce que dans la question de l'histoire des religions et du catholicisme et du christianisme, il y a un problème assez intéressant, c'est qu'on a des tendances lourdes, mais on a aussi de très fortes oscillations. Il y a des remontées, évidemment. Une des remontées les plus spectaculaires, c'est après la Révolution, avec la Restauration. Une autre remontée forte, c'est sous Napoléon III, mais il y a aussi des baisses rapides, et parfois plus rapides qu'on ne l'avait prévu. Et là, on arrive à des périodes que les personnes de nos âges, si je regarde la moyenne d'âge de la salle, ont pu vivre d'une génération à l'autre la déperdition, la déculturation, comme a dit Daniel Arguez-Léger, en matière de religion. Mais ce tableau n'est pas si simple, et ce qui est intéressant dans vos ouvrages, c'est que vous décrivez tout ça avec beaucoup de finesse, et en même temps, vous avez une grande attention aux données chiffrées que vous savez lire de façon critique, avec le recul nécessaire, et je pense encore récemment aux 2 enquêtes Théo, Trajectoire et Origine, de l'INED et de l'INSEE. Alors ce sujet m'intéresse parce que j'ai fait partie, quand j'ai travaillé à l'INSEE, j'ai travaillé une 12aine d'années à l'INSEE, mais aussi à l'INED, des personnes, on n'était que 2 ou 3, à presser l'INSEE d'introduire des questions sur la religion dans les enquêtes. Et ça impliquait une longue négociation avec la CNIL, la Commission informatique et liberté. Donc je pense être, pendant ces années 90, la personne de l'INSEE qui a le plus longuement discuté avec la CNIL. Et comment a-t-on pu convaincre la CNIL que l'on pouvait poser des questions sur la religion dans les enquêtes, que ça n'était pas une curiosité malsaine? Ça a d'abord été via la démographie, via la sociologie de la famille. L'immigration, c'est venu après. Et c'était absolument évident que lorsqu'on faisait la comparaison internationale sur l'évolution des comportements démographiques, qui était très rapide, eh bien, il fallait avoir la variable religieuse pour expliquer des comportements de fécondité, de nuptialité, de cohabitation, de fin de vie. Enfin, il était absolument clair, et ça, les commissaires de la CNIL étaient capables de le comprendre, que la variable religieuse était essentielle pour expliquer ces comportements. Et en même temps, chose à laquelle ils ont été très sensibles, c'était que la France devait tenir son rang au niveau international
dans les sciences humaines, que si tous les pays étrangers avaient disposé de telles variables dans leurs enquêtes, c'était quand même tout à fait regrettable que la France reste à l'arrière-plan au nom d'un universalisme républicain poussé à l'extrême et qu'on ne puisse pas introduire ces questions. Bon, on l'a fait, il y a maintenant 4 ou 5 questions à la statistique publique qui ont des questions très précises sur la religion de la personne interrogée, de son conjoint, de ses parents. Mais si on a réussi à obtenir le droit de poser ces questions, en revanche, le droit de les exploiter est extrêmement compliqué. Et si, vous, par exemple, vous avez la curiosité, même avec un bon projet de recherche, d'obtenir du centre Quetelet ou Projet d'eau les données de ces enquêtes, vous obtenez tout le fichier de TO1, TO2, etc. Et puis en l'ouvrant, vous avez la désagréable surprise de découvrir que les variables religieuses ne sont pas transmises, non transmises. Et il faut, pour avoir accès à ces variables, une autre opération, il faut passer par les centres sécurisés d'analyse de données, les CSAD, qui sont localisés dans quelques endroits précis, qui est contrôlé par l'INSEE, et il y a un droit d'entrée dans ces CSAD qui est de 3 000 €. Donc il faut appartenir à une institution qui débourse pour vous les 3 000 € de mise en place de ces consoles sécurisées qui permettent d'exploiter les variables religieuses notamment, ou d'orientation sexuelle, enfin toutes les variables dites sensibles. Voilà. Donc on est encore loin en France de pouvoir disposer d'avoir accès à des données de ce genre, ce que je regrette beaucoup, je trouve que c'est tout à fait dommage. Donc des chercheurs comme Guillaume Cuchet, évidemment, vous n'exploitez pas directement les enquêtes, vous êtes dépendant des publications qui sont distillées par les chercheurs de ces institutions, publications qui existent, mais qui sont encore, à mon avis, trop peu nombreuses sur ce sujet absolument passionnant. Donc, je vous laisse la parole, Guillaume Cuchet, pour 3/4 d'heure, et ensuite, on suivra avec Vincent Tibet. Bien, écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci au professeur Errand de son invitation. Le catholicisme français est à la peine, comme chacun peut le constater, pris qu'il est entre des statistiques alarmantes qui révèlent tout un effondrement de ses niveaux d'affiliation et de pratique. Les dernières en date qu'on a mentionnées, l'enquête TO2 de chiffres de 2020, pris donc entre ces statistiques et les révélations scandaleuses qui se succèdent depuis 2019, surtout dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la crise des abus sexuels dans l'Église. Pour tâcher donc d'y voir plus clair et répondre à l'aimable invitation qui m'a été faite de participer à cette réflexion, je propose de procéder à une analyse de tendance du catholicisme contemporain, telle du moins que l'historien peut la proposer, c'est-à-dire pour l'essentiel en comparant l'avant et l'après, tâcher de voir parmi ces tendances ce qui est ancien et qui vient de loin, ce qui est plus récent, ce qui est peut-être nouveau, et tâcher de dater, au fond, ces tendances qui se croisent au présent dans notre vie collective. Le tableau des tendances varie évidemment beaucoup selon le point de départ que l'on retient pour la comparaison. Ici, ce sera les années 60, même si je ne m'interdirai pas de remonter plus haut, parce que 50, 60 ans, c'est à la fois un délai assez classique en matière d'historicisation. J'avais retenu la formule du regretté Marc Venard qui disait 50 ans de délai pour s'emparer d'un sujet en historien, et puis surtout parce qu'on dispose d'une documentation extrêmement riche sur les années 1945-1965, puisque l'Église catholique en France a eu la tête très sociologique, surtout dans ces décennies d'après-guerre, et qu'on a une documentation absolument formidable sur le catholicisme français de l'époque, qui a été pour une part seulement publiée. Je dirais donc, je vais organiser mon exposé de la manière suivante, en 3 temps. Je dirais que par rapport à cette situation des années 60 qu'on connaît bien, le catholicisme français a changé à la fois de format, de composition et d'environnement. Je prendrai les problèmes tour à tour. De format d'abord, je ne vais pas vous perdre dans les chiffres, mais
on peut dire qu'il y a désormais moins de 1,5% de pratiquants hebdomadaires, au sens de fidèles allant à la messe tous les dimanches. C'était le critère de la sociologie classique des années 50, 60, contre à peu près 25% de pratiquants hebdomadaires parmi les adultes. On calculait le taux des adultes, pas des jeunes et des enfants, qui étaient considérés comme de la clientèle captive, qui emboîtaient le pas à leurs parents. Taux de 25% au milieu des années 60, c'est un premier chiffre. Ou deuxième chiffre, le taux de baptême de la génération, qui était supérieur à 90% encore au début des années 60, parmi les 830 000 enfants qui naissaient chaque année. Taux de baptême donc de 92-93% dans les 3 mois après la naissance, avec des pics d'empressement au passage du premier, du deuxième, du troisième mois, qu'on voit encore très bien au début des années 60. Aujourd'hui, le taux de baptême de la génération dans une France qui a beaucoup changé est probablement autour de 20%, 25% dans les 7 ans, et non plus dans les 3 mois. Donc on pourrait, au fond, multiplier les chiffres. L'enquête Théo numéro 2, qu'on a mentionnée tout à l'heure, signalait qu'en 2020, que les 18-59 ans se déclaraient encore catholiques à 25%, contre 43% en 2008, c'est-à-dire une quasi-division par 2 en 12 ans, ce qui est pour le coup, alors là, des ruptures vertigineuses. On a dit qu'il y avait des ruptures dans l'histoire du catholicisme, mais celle-là est quand même extrêmement spectaculaire, et elle n'est probablement pas terminée, ce qui doit inciter à relativiser le frémissement des courbes de baptême ou de confirmation signalées depuis quelques années dans l'Église catholique. Certes, le taux de déclaration catholique est plus élevé si on tient compte des plus de 60 ans, ceux qui sont nés avant 1960. On peut aussi avoir d'autres indices. Je pense par exemple à une enquête qui m'avait intéressé, publiée dans le journal du Dimanche en mars 2021, dans laquelle 78% des personnes interrogées répondaient que la France est un pays de culture chrétienne. Simple constat historique en un sens, mais dont on sentait bien qu'il recélait, à côté d'une inquiétude probable devant la montée de l'islam et de l'islamisme, une forme d'attachement plus ou moins résiduel au catholicisme, comme l'a bien montré peut-être l'émotion qui s'est emparée de l'opinion en avril 2019, devant l'incendie de Notre-Dame de Paris, émotion peut-être plus patrimoniale que barétienne, il faudrait la radiographier de près, et enfin, émotion bien réelle. Est-ce que la culture, on a fait allusion aux travaux de Daniel Hervieux-Léger, réduite à une référence générale sans contenu bien précis, serait-elle le stade ultime de la décomposition de la foi? Peut-être dans bien des cas. La réduction est sensible en tout cas, et tout donne à penser, je l'ai dit, qu'elle n'est pas terminée, même si personne ne peut dire à quel niveau se fera la stabilisation. On entend un certain nombre d'observateurs répéter depuis assez longtemps que le catholicisme français vit sa crise terminale, ce qui me paraît un peu excessif comme expression. Il y aura une stabilisation, mais à quel niveau se fera-t-elle? Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de pratique, on se rapproche du plancher. On a ainsi beaucoup dit ces dernières années que le catholicisme était devenu minoritaire dans la société française, expression qui mérite d'être précisée, puisque minoritaire en termes de pratique, dans le sens qu'avait l'indice à l'époque, il l'était déjà dans les années 1960. L'indice bien établi par 20 ans de statistiques par le chanoine Boulard et ses collaborateurs, c'était 25% des adultes qui allaient à la messe tous les dimanches. Bon, donc, en termes de pratique, le catholicisme était déjà minoritaire au milieu des années 60, mais il s'agissait effectivement de gens qui allaient à la messe tous les dimanches, et pas une fois de temps en temps, comme on va le dire plutôt dans les années 70, et ce taux à 25% cachait des variations locales extraordinaires, quasiment de 0 à 100 dans les campagnes françaises, variations dont on ne connaît pas vraiment d'équivalent ailleurs dans le monde, absolument spectaculaires. Donc il y avait pas mal les pays A de la carte Boulard, c'est-à-dire des pays de catholicisme majoritaire. On pouvait assez facilement venir d'une région de catholicisme majoritaire dans ce pays où le taux était à 25. La moyenne était une sorte d'artefact mathématique qui cachait en réalité des choses extrêmement différentes par-delà le taux en question. Donc minoritaire, certes le catholicisme est devenu, mais dans un autre sens qu'il l'était au milieu des années 60. J'avais été frappé en 2013 lors de la grande mobilisation contre le mariage pour tous
dans laquelle des catholiques, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, avaient joué un rôle important par le fait que les journalistes s'étaient mis à parler, pour la première fois, m'avait-il semblé, de la communauté catholique, comme on parlait jadis des communautés protestantes, juives ou musulmanes, c'est-à-dire de groupes minoritaires. C'était là sans doute une contamination du vocabulaire communautaire ou communautariste dans les analyses de journalistes, mais pas seulement, me semble-t-il. C'était une façon de prendre acte intuitivement d'un événement, d'un basculement important. J'avais à l'époque essayé de le signaler dans un petit article de la revue Esprit. Ce devenir minoritaire est l'aboutissement, on le sait, d'une tendance de longue durée qui remonte au XVIIIe siècle, au moins aux années 1760 en particulier, et qui est passé, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, par une alternance à la fois de moments de rupture et de phases de l'ordre de 30 à 40 ans, de sens divers. Rupture majeure, la Révolution française, les années 1960, rupture de moindre importance après 1830, la Révolution de Juillet, en 1880, au début de la République des Républicains, en 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État. C'est après 1905 qu'on voit apparaître sur la fameuse carte Boulard, première édition 1947 de la pratique religieuse dans la France rurale, les premiers pays de mission, comme on les appelait dans le clergé du milieu du XXe siècle, c'est-à-dire ces pays, ces cantons, où au moins 20% des enfants étaient soit pas baptisés, soit pas catéchisés. C'était ça le critère du pays de mission. Il y en avait quelques taches sur la carte de 1947, en Charente-Maritime, dans l'Yonne, dans le Limousin, mais pas beaucoup. Très toute petite minorité de cantons, c'était d'ailleurs un peu l'idée du chanoine Boulard dans sa carte de 1947, de relativiser l'idée de la France pays de mission, en disant oui, la France pays de mission dans certaines grandes villes, certains quartiers des grandes villes, mais globalement les campagnes lui paraissaient encore pour l'essentiel préservées. Donc il y a des ruptures, il y a des événements et il y a des phases plus ou moins longues, 30 ans, 40 ans. On y est devenu sensible, surtout dans l'historiographie, surtout depuis les années 1980, notamment des gens comme Gérard Choldy et Yves-Marie Hilaire avaient beaucoup réfléchi sur cette question des phases de reprise et de déclin, de flux et de reflux, avec toute une discussion qui a suivi entre historiens sur l'ampleur de ces flux et de ces reflux. Est-ce que ça bouleversait durablement la tendance ou ça faisait au mieux que la stabiliser, éventuellement la faire repartir avant un nouveau décrochage? Il y a eu des tas de discussions là-dessus, mais le fait est que si vous additionnez les ruptures, les événements et les phases qui se succèdent en sens divers, vous avez un processus extrêmement complexe, extrêmement difficile à percevoir aussi pour les contemporains, non seulement parce qu'ils ont tendance, évidemment, assez naturellement, à voir les choses comme ils le souhaitent ou à leur façon, à prendre leur désir pour des réalités, mais aussi parce qu'on a en réalité des situations extrêmement diversifiées dans l'espace et dans la société qui n'ont pas toutes nécessairement évolué, non seulement au même rythme, mais même dans la même direction. Ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes de polarisation, de divergence régionale, sociale peut-être même, qui fait qu'on a eu trop souvent tendance à raisonner comme si tout le monde marchait un peu dans la même direction à des cadences différentes. Alors qu'en réalité, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il y a des moments au XIXe siècle où il y a une polarisation croissante avec des chrétientés sociologiques de plus en plus compactes au moment même où ça décrochait 100 km plus loin. Voilà. Donc, toujours ce problème des moyennes qui agglomèrent des réalités extrêmement différentes. Donc, processus très difficile à percevoir, d'autant plus qu'évidemment, la tendance de longue durée sur 200 ans ou 250 ans, personne ne l'a jamais vécu. Donc on ne vit que les phases. Nos existences sont à l'échelle des phases, de sorte que dans notre documentation, on a des témoignages très variés selon la date, je dirais, d'entrée et de sortie dans le processus. Celui qui est né en 1802, au moment du Concordat napoléonien, et qui est mort à la fin du Second Empire, si on lui avait posé la question de savoir ce qu'avait été le XIXe siècle religieux, il l'aurait vu monter. Celui qui est né en 1850 ou en 1858, quand la Vierge est apparue à Lourdes, et qui meurt en 1910, au moment de la séparation, il a une impression de déclin très net. Donc, ces phases, la phase est l'unité vécue, et l'unité de temps vécu, et quand on cherche à mettre tout ça bout à bout, c'est extrêmement complexe, sans parler, je l'ai dit, de cette diversité très grande des situations, même si,
en histoire, comme dans d'autres sciences sociales, on fait un peu comme si tout le monde marchait du même pas, parce qu'il faut bien monter en généralité, faire des cours, être un peu pédagogique. Donc, on fait comme si c'était le cas, alors que quand on va voir de près, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors, la dernière des grandes ruptures en date de cette histoire, c'est celle des années 1960, et il me semble, c'est celle qui explique pour une large part le paysage que nous avons sous les yeux, même si un autre monde est en train d'émerger, on peut aussi en parler. Et cette dernière rupture, on peut faire à son sujet, me semble-t-il, 3 remarques. La première, c'est que si on voulait lui trouver un bon terme de comparaison en termes de proportion dans la rupture, je dirais c'est la Révolution française. On a probablement, personne ne sait quel a été le niveau du décrochage induit par la Révolution française, on a avancé quelques chiffres, mais globalement, on a affaire à des phénomènes de même ampleur, qui procèdent de causes complètement diverses, mais différentes, mais des phénomènes de même ampleur, mais la différence entre le décrochage induit par la Révolution française et celui des années 60, des années 1960, c'est que ce décrochage induit par la Révolution française, l'Église a réussi à le bloquer au début du XIXe siècle et à enfermer les Français dans ce que Gabriel Lebras, le fondateur de la sociologie religieuse classique en France au XXe siècle, avait appelé le 3e cercle de la pratique religieuse, c'est-à-dire les catholiques intermittents, qui avaient un rapport assez distancié à l'Église, mais qui étaient globalement tous restés dans ce cercle rituel assez lâche que constituait le 3e cercle de la pratique religieuse. Donc l'Église catholique, au début du XIXe siècle, en rebondissant, a bloqué en quelque sorte le décrochage, alors que la particularité de ce décrochage qui a démarré dans les années 1960-1970, c'est qu'elle n'arrive pas à le bloquer, et qu'on en est par conséquent à la 2e ou à la 3e génération du décrochage dans les familles. Il va sans cesse s'élargissant. Ça, c'est, je dirais, une différence majeure entre ces deux blocages. La génération Jean-Paul II et celle de son successeur Benoît XVI, le projet qui était le leur de nouvelle évangélisation dans les années 1980 a échoué, n'est même pas parvenu à stabiliser en réalité cette courbe et cette génération Jean-Paul II qui avait cru d'ailleurs un temps trouver peut-être le sésame qui lui permettrait d'inverser les courbes, notamment autour des Journées mondiales de la jeunesse en 1997 à Paris, qui avait été un grand succès. Il y a eu un moment d'euphorie, ce qui arrive assez souvent dans les milieux catholiques, il y a un peu une mentalité cyclotimique. Il y a des moments d'accablement et des moments d'euphorie. Et en 1997, le milieu a eu le sentiment d'avoir trouvé un peu la formule, mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui, l'âge venu, sont chargés de nettoyer les écuries d'Augias de la crise des abus sexuels dans l'Église. Donc il y a vraiment une sorte de déprime et de désorientation pastorale chez des gens qui ont vu leur projet échouer et qui ne savent plus très bien à quel sein se vouer entre des tendances traditionnalistes, des tendances... Donc, tableau compliqué, donc un décrochage qui dure et qui se prolonge. Première caractéristique de ce décrochage des années 60. Le deuxième, c'est que quand ça décroche, il y a des seuils plus significatifs que d'autres. Quand on décroche, c'est le quantitatif et le qualitatif. Or, il me semble qu'il y a une vingtaine d'années, l'Église catholique a dû passer, sans s'en apercevoir et sans qu'on la prévienne, sous la barre des 10% de pratiquants, et que ce seuil de 10% de pratiquants, que je fixe à 10% de façon un petit peu intuitive par sociologie au noir, mais aussi par observation locale, est très important. Quand on passe sous cette barre des 10%, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que, d'une certaine façon, même si ça n'est pas qu'une affaire de chiffres, on n'a plus d'effets sociaux mécaniques. On n'est plus assez nombreux pour avoir des effets sociaux mécaniques. D'une certaine façon, votre histoire se décorrèle un peu de l'histoire de la société globale. Vous pouvez avoir une autre histoire, d'une certaine façon, une histoire à vous, qui n'est pas complètement décorrélée, elles ne le sont jamais. Mais, et il y a eu, à mon avis, à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, un seuil franchi très important, au-delà duquel vous n'embrayez plus de la même manière sur le monde extérieur. Si vous voulez rester à l'échelle de ce monde extérieur, il faut changer de logiciel, il faut changer peut-être de message, avec toutes les perplexités bien légitimes que ça pose, puisque vous savez ce que vous avez encore, vous ne savez pas ce que vous pourrez éventuellement conserver ou gagner demain si vous changez le logiciel en question. Donc il y a des abîmes de perplexité pastorale qui sont cachés derrière ce seuil des 10%, à mon avis, qui est un moment important, qui a été franchi il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est les changements de format. Quelques mots maintenant sur les changements de composition qui sont parallèles à ces changements de format. La catholicisation de la société française a longtemps reposé sur une sorte de matrice
anthropologiques et sacramentelles qui apparaissaient encore très bien dans les enquêtes de pratique des années 1950, dans lesquelles j'ai travaillé, même encore des années 60, avec un taux de baptême de la génération à plus de 90%, un taux de pratique dominicale qui culminait à 80% autour de la communion solennelle à 12 ans, parce que l'immense majorité des petits Français faisaient leur catéchisme, 3 ans de catéchisme obligatoire avec assistance à la messe obligatoire elle aussi, donc taux de pratique à 80% autour de 12 ans avec la communion solennelle, et puis le dimanche d'après commençait la dégringolade, l'apostasie nationale, comme disait le clergé avancé de l'époque, où on voyait cette génération décrocher et passer en quelques années de 80% de pratique à 25%, c'est-à-dire le taux des adultes pris à 25 ans après le mariage et le service militaire. Et la génération prenait ses positions, en quelque sorte religieuses, à 25 ans, collectivement, et les gardait avec une sorte de petit ressaut terminal de courbe après 60 ans, où là, il y avait un léger redressement, mais pas vertical, de courbe qui est ce que j'ai toujours pensé être le delta du pari de Pascal, plus 5%, et aussi lié à la différence de longévité entre les hommes et les femmes, puisque les femmes étant toujours plus religieuses ou pratiquantes que les hommes dans la France de l'époque et encore d'aujourd'hui, à bien des égards, débarrassées de leur mécréant de mari, d'une certaine façon, elles retournaient voir leurs copines dans les paroisses. Donc vous avez tout ça contribué un petit peu à redresser la courbe sur la fin, mais pas de façon très spectaculaire. En revanche, on retrouvait le taux d'entrée de 90% de baptême à la sortie avec les obsèques religieuses. Et le taux d'obsèques religieuses était encore très très élevé au début des années 60, probablement plus en 1960 qu'en 1910. Le taux d'enterrement civil avait reculé dans la France de la première moitié du XXe siècle. Et donc vous aviez une sorte de matrice avec un taux de sortie récupéré quasiment un taux d'entrée récupéré à la sortie. Et comme les familles catholiques faisaient plus d'enfants que les autres, elles pouvaient aussi se permettre de perdre dans le saut intergénérationnel quelques éléments qui allaient alimenter le camp laïque en sortant de fraîche date de la religion, qui rajeunissait ses combats. Voilà. Il y avait une espèce de système franco-français, catho-laïque en quelque sorte, qui était très stable et encore parfaitement en place au début des années 60. Ça, c'est la matrice. Or, cette matrice, c'est ce que j'avais essayé de montrer en travaillant dans les archives du chanoine Boulard, qui était le sociologue de l'épiscopat, a sauté dans les années 60-70, avec une génération en particulier qui a fait sauter les verrous, qui est celle des baby-boomers, si on veut, mais plus des baby-boomers nés après 1950. Les cohortes nées après, pas les premières cohortes du baby-boom, celles nées après 1950, qui sont passées dans la matrice comme tout le monde, et qui ont fait sauter les verrous un par un, en faisant moins baptiser leurs enfants, en se mariant moins, etc. Et alors là, on a commencé à voir la matrice en question s'araser, d'une certaine façon, sur 2 ou 3 générations. Elle n'a pas complètement disparu, mais elle s'est très largement effacée sur 2 ou 3 générations. Donc là, on voit très bien comment une génération a en quelque sorte fait sauter la matrice, même si c'est toujours la même chose. Je parle sous contrôle du professeur Errand, mais en démographie, on ne sait jamais très bien si ça nous parle de la génération qui arrase la matrice ou de ses parents. Bon, c'est l'histoire de qui, c'est compliqué à déterminer, mais enfin, en tout cas, il y a eu là un événement majeur dans la disparition ou l'effacement de cette matrice. Deuxième élément important dans le changement de composition, la sociologie du catholicisme. J'y insiste un petit peu parce qu'il y a des sociologues du catholicisme, mais ils ne s'intéressent plus beaucoup aux classes sociales, aux groupes sociaux. Ils s'intéressent aux croyances, au genre, alors qu'on en a été obsédé dans la sociologie du catholicisme par les classes sociales, maintenant on s'en fiche complètement. Ce qui est un grave problème, parce que Dieu sait que le catholicisme, même minoritaire et mobilisé, a encore une sociologie. Il a plus que jamais, d'une certaine façon, une sociologie. Donc il y a lieu d'y revenir. Or, il me semble, et je parle un petit peu, je dirais, sur la base d'observations pas très méthodiques, il faudrait faire ça plus sérieusement, qu'il tend à avoir une sociologie en U, c'est-à-dire avoir une sorte de barre de gauche constituée notamment par tout un catholicisme populaire alimenté par l'immigration chrétienne extra-européenne, qui est un catholicisme très vivant, que j'ai souvent croisé en allant enseigner à Créteil. Si vous arrêtez à la cathédrale de Créteil, vous voyez défiler des groupes de toute culture. Il y a une barre de gauche, il y a un catholicisme populaire lié à l'immigration, qui est relativement vivant. Il y a une barre de droite qui est celui, disons, de la bourgeoisie catholique traditionnelle
qui défend assez bien ses couleurs, divorce plutôt moins que la moyenne, un peu plus d'enfants que les autres, habite dans des quartiers privilégiés dans lesquels elle peut s'appuyer sur des réseaux de paroisses, des mouvements d'églises, des établissements scolaires d'élite, secondaires. Il y a un milieu là qui est installé chez lui, d'une certaine façon, à l'Église, et qui s'y épanouit à bien des égards, qui est attaché. Et entre ces deux barres, la barre de gauche et la barre de droite, il y a une sorte de fossé d'effondrement sociologique qui correspond au gros de la société française, qui est beaucoup moins représenté dans le noyau dur, en tout cas, de l'Église catholique, même si de cette base très large du U continue d'émerger une demande plus ou moins résiduelle de communion, de baptême, de mariage, suffisante pour occuper un clergé dont les effectifs ont été divisés par 10 dans les 60 dernières années. C'est-à-dire que le taux d'occupation, il est constant, mais il est 3 étages au-dessous. Oui. Là, il y a vraiment une structure en U de la sociologie du catholicisme qui est devenue particulièrement frappante, même si elle n'a pas été tellement étudiée. Ça renvoie aussi, ça me fait penser à des travaux plus anciens de Jean-Marie Mayer, qui avait longtemps signalé que le catholicisme militant du XXe siècle se recrutait plutôt dans les classes moyennes, urbaines et rurales, mais qu'il était obsédé par les paysans et les ouvriers. C'est-à-dire qu'il avait une sorte, il pensait toutes les classes sociales sauf la sienne. Il y avait une sorte d'angle mort qui était les classes moyennes, dans lequel il se recrutait, avec une obsession ouvrière en particulier, puisque les ouvriers étaient ceux à qui l'évangile devait être annoncé en priorité, mais qui étaient les moins bien représentés en proportion dans la société catholique. Et puis, je dirais, il y avait aussi toute l'influence culturelle d'un marxisme diffus, y compris chez des gens qui n'étaient pas du tout marxistes, qui voulaient que la classe ouvrière était la porte d'entrée du monde de demain. Par conséquent, si on n'y était pas, on s'interdisait d'accéder soi-même au monde de demain. Donc il y avait une sorte d'obsession prolétarienne, en quelque sorte, très curieusement articulée à cette sociologie de classe moyenne. S'ajoute enfin, dernier changement de composition, vous me faites un signe si je dépasse excessivement, des problèmes géographiques très importants. Le catholicisme français a très longtemps eu un très fort enracinement rural. Même les villes avaient généralement des taux de pratique qui reflétaient celles de leur arrière-pays rural, dans lequel elles se recrutaient pour l'essentiel. Les taux urbains les plus élevés dans la France du début des années 60, ça ne montait jamais au-dessus de 45%. Mais c'était des petites villes comme Le Puy, Cholet, avec des arrière-pays de chrétienté au sens sociologique du terme. Là, vous pouviez monter à 40-45%. Donc, enracinement rural extrêmement fort. Or, la crise des vocations sacerdotales, en gros, le passage de 1500 ordinations en 1950 à 150 en 1975, division par 10 des effectifs du recrutement en 25 ans, qui a produit mécaniquement une division par 10 des effectifs globaux. C'était le passage de 50 000 prêtres à 5 000, on y est presque. De 50 000 à 5 000, indépendamment même des départs de prêtres dans les années 70. Il y a eu là une crise très profonde du recrutement sacerdotal qui fait que l'Église catholique a cessé d'avoir les moyens de ce service public de la transcendance qu'elle assurait dans toutes les communes de France, avec un encadrement de proximité qui n'avait pas beaucoup d'équivalent dans le monde catholique ailleurs, peut-être un peu dans certains coins de Belgique ou du Québec, mais à la fin du Second Empire, il y a un prêtre pour 630 habitants en France. On a tellement de prêtres qu'on a défrayé toutes les congrégations missionnaires et toutes les congrégations religieuses de vocation. Donc, niveau d'encadrement très fort, très important, et l'effondrement du recrutement sacerdotal a laminé les taux ruraux à partir des années 80. De sorte que l'unité territoriale de base de l'Église catholique, maintenant, c'est plus la commune, comme ça l'était redevenu vers 1850, c'est le chef-lieu de canton ou d'arrondissement. Donc, en montant de 2 crans, tous les taux ruraux ont été absolument fusillés dans les 30 ou 40 dernières années, de sorte que ce qu'il reste de catholicisme est généralement désormais urbain et même à certains égards concentré dans certains quartiers, certaines villes particulières. Enfin, il y a un changement sur lequel je serai plus rapide parce qu'on va en parler ensuite, qui est la question de l'environnement, un changement d'environnement. Et c'est là que, pour ma part, j'ai trouvé très intéressantes ces enquêtes Théo 1 et 2, en dépit du fait, ce que j'apprends, on va dire, que nous n'accédons pas aux matériaux de départ de ces enquêtes. Enquête TO1, chiffre de 2008, enquête TO2, chiffre de 2020, 12 ans d'écart, donc des items religieux dans
des enquêtes semi-publiques, ce qui ne surprend pas d'ailleurs le 19e que je suis, parce qu'après tout, au 19e siècle, quand on faisait des recensements, il y avait une rubrique religieuse dans les recensements. La dernière fois, en 1872, au début de la Troisième République, dernier recensement à avoir comporté officiellement une rubrique religieuse. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque les Français ont répondu en 1872 à 97,5% qu'ils étaient catholiques romains, les mêmes qui, à partir de 1876, votent majoritairement pour des candidats laïcs et républicains qui gagnent toutes les élections de 1876 à 1914. Si on a d'ailleurs arrêté de leur poser la question, je me suis toujours demandé si ce n'était pas un peu à cause de ce chiffre que les catholiques n'ont pas cessé de brandir dans les années 1880 contre les laïcs en leur disant « vous êtes une minorité d'idéologues » qui avait comme projet de décatholiciser la France. Mais la dernière fois qu'on a demandé aux Français officiellement ce qu'ils étaient, ils vous ont répondu à 97,5% qu'ils étaient catholiques. Voilà. C'est un autre débat. En tout cas, il y avait des items religieux dans ces recensements. Or, ces enquêtes, en particulier la dernière, qu'on peut comparer à la précédente, Théo2 par rapport à Théo1, montre, j'avais essayé un peu de le commenter dans un article de La Croix, des bouleversements de la scène religieuse contemporaine, comme, à mon avis, il ne s'en est pas produit depuis le XVIIe siècle. Je dirais le dernier bouleversement, à mon sens, c'est le passage, en gros, de 10% de protestants à la fin des guerres de religion à 2% au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, de 10 à 2. Voilà. Ça, c'est le dernier événement, un peu, mais étalé dans le temps, un peu substantiel de la scène religieuse française qui, elle, en revanche, depuis le XVIIe siècle, a traversé la révolution industrielle, l'urbanisation, et même, jusqu'à une date relativement récente, l'effondrement du taux de pratique catholique, avait résisté, d'une certaine façon, comme simple répartition faciale des cultes dans la société française, à ces bouleversements. Or là, on voit bien dans ces enquêtes des transformations extrêmement profondes. La première, mais je serai rapide parce que mon collègue va vous en parler plus longuement, j'imagine, c'est la montée de l'islam. Bon, dans l'enquête Théo2, passant parmi les 18-59 ans de 8% à 11%, on peut s'amuser, ce que j'ai fait, à calculer un peu les taux, à ce que ça peut donner dans 12 ans à taux de croissance et décroissance constant. Pure hypothèse, hein. Pure hypothèse assez peu probable, mais à taux de croissance et surtout de décroissance constant du catholicisme, les courbes peuvent se croiser en 2035. C'est-à-dire qu'il y a un petit remplacement, comme dirait l'autre, potentiel, qui n'est pas qu'un fantasme d'extrême droite. Qui est une possibilité inscrite dans les courbes dans un temps relativement bref. Mais évidemment, le petit remplacement en question n'est que le reflet des faits majeurs, que sont l'effondrement du catholicisme et la montée des sans-religions. On parle de la recomposition profonde des religions qui restent dans la société française. C'est ça l'affaire. La recomposition est très profonde, mais le fait majeur, évidemment, c'est surtout l'effondrement du catholicisme et la montée corrélative de 100 religions d'ascendance catholique. Très important. Le chanoine Boulard, dont je parlais tout à l'heure, sociologue de l'épiscopat, au début des années 60, avait l'habitude de dire qu'il y a dans ce pays 3% de Français d'ascendance catholique qui n'ont plus aucun contact avec l'Église, qui ne font plus baptiser leurs enfants, plus de communion. 3%. Ce qui n'était pas un mauvais résultat pour la pastorale de l'Église à un siècle et demi de la Révolution. Il avait quand même réussi à maintenir tout le monde dans le troisième cercle. Bon, ces Français d'ascendance catholique que Boulard estimait à 3% au début des années 60, ils sont probablement plus de 50 aujourd'hui. C'est ça la nouveauté. C'est le quatrième cercle. Pour parler le langage de Gabriel Lebras, hein, les fervents, les pratiquants, les catholiques intermittents, c'est les trois cercles, mais il y en a un quatrième. Est-il encore un cercle catholique? C'est une question qu'on peut se poser. Je crois quand même, un peu, malgré tout, il y a un quatrième cercle qui joue un rôle évidemment central dans notre vie collective, qui est ce cercle des Français d'ascendance catholique. Donc, montée de l'islam, évidemment, qui suscite chez beaucoup inquiétude, alarme. Montée, ce qui était peut-être la leçon la plus spectaculaire de Théo numéro 2, spectaculaire des autres chrétiens, et dans les autres chrétiens, probablement des protestants évangéliques, ce qui est un phénomène à la fois repéré depuis fort longtemps, puisque la révolution évangélique, elle fonctionne presque depuis le XVIIe siècle, elle bouleverse le monde chrétien depuis le XVIIe siècle, mais jusqu'à présent, c'était plutôt un événement, je dirais, extérieur en France, considéré comme extérieur, ou qui avait permis au protestantisme français de maintenir son taux à 2%, ou le même de le hausser à 2,5%, ce qui n'était pas si mal quand le catholicisme passait de 25 à 2.
le maintien du taux était déjà en soi un résultat pastoral pas négligeable, et la montée des protestants évangéliques avait permis, en quelque sorte, aux huguenots à l'ancienne de maintenir ce taux. Désormais, c'est autre chose. On s'aperçoit que la montée du protestantisme évangélique est peut-être devenue un événement pour la société française. Ça, c'est nouveau. C'était un événement pour les protestants français, c'était un événement pour les protestants dans le monde, ça on savait, depuis fort longtemps, qui avait bouleversé l'Amérique latine, ou une partie de l'Asie, mais c'est devenu un événement pour, même si, voilà, moi je m'interroge un petit peu, mais là j'aimerais bien accéder aux matériaux sur ces autres chrétiens, ce passage de 2 à 9% en 12 ans. J'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les données pour comprendre comment ce taux peut passer de 2 à 9% en 12 ans. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un élément de contexte assez important. Et puis il y a, je serai rapide, je m'y suis intéressé ailleurs, la montée des 100 religions déclarées, les nones de la sociologie américaine, ceux qui déclarent no religion, on en a fait des créatures à part entière, les nones, parce que c'était moins désobligeant que simplement les définir de cette manière purement négative. Bon, mais cette montée des nones, c'est évidemment un phénomène majeur qui sont majoritaires, 45 à 53% dans cette enquête Théo numéro 2, avec toute la question de savoir ce qu'ils sont et qui ils sont exactement, ce que c'est qu'un nonce de première génération ou de troisième génération. On voit bien ça quand on compare avec les États-Unis. Nous, on a des nonces de troisième génération. C'est pas la même chose d'être un décroché de deuxième ou troisième génération et un décrocheur de première. Quand vous décrochez, vous pouvez passer votre vie à décrocher. Ça vous sert d'objectif dans l'existence. Quand vous êtes un décroché de deux ou troisième génération, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Donc, on est probablement en train, à certains égards, de passer à autre chose, mais pas complètement. Voilà. Donc, il y a là, les nonces américains ne sont pas les nonces françaises. C'est ça, à certains égards. De toutes ces tendances, il me semble, parce que c'est un des sujets de votre cycle de conférences, que l'immigration joue un rôle croissant dans la recomposition de la scène religieuse en tant qu'elle est celle de la religion qui reste. C'est en ce sens que l'immigration devient un facteur majeur, à la fois parce que c'est un phénomène majeur de la société française, mais aussi parce que le catholicisme s'est en grande partie effondré et que par conséquent, cette scène religieuse est en phase de recomposition active. Je conclus par cette remarque, qui est une chose dont j'ai souvent parlé, parce que ça m'avait beaucoup frappé. Il y a quelques années, on m'avait demandé de commenter une enquête qui avait été réalisée par un service de la Conférence des évêques de France sur les enterrements dans les paroisses de France. Alors, je n'ai pas l'habitude de commenter les enquêtes de la Conférence des évêques de France, mais là, en l'occurrence, ça m'avait intéressé parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire des attitudes devant la mort, et l'idée était d'illustrer surtout le dynamisme relatif des équipes deuil dans les paroisses, c'est-à-dire ces équipes de laïcs, souvent jeunes retraités de 65 à 75 ans, qui, bénévolement, 5 ou 6 jours sur 7, enterrent une bonne partie encore de leurs concitoyens, voilà, en leur rendant un service signalé et apprécié. D'ailleurs, c'était la conclusion, en gros, de ce rapport, et elle paraissait bien fondée. Ce qui m'avait frappé en lisant ce rapport, au-delà de ce constat, qu'au fond, les équipes deuil étaient ce qui marchait le mieux dans l'Église catholique en France aujourd'hui, je ne sais pas si c'était une très très bonne nouvelle pour elle, mais c'est un fait. Ce qui m'avait frappé, c'était, comme souvent d'ailleurs dans les enquêtes dont les matériaux sont riches, qu'elle donnait à voir des tas de choses qu'elle n'avait pas prévu de montrer. Et ce qu'elle donnait à voir dans les témoignages, en particulier, de ces membres d'équipe deuil, c'était des gens qui revenaient en quelque sorte comme une espèce de scène récurrente, ces obsèques, événements religieux intergénérationnels, on rassemble toutes les générations de la famille, où, je dirais, les petits-enfants dans la nef enterraient leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, qui étaient bien souvent les derniers chrétiens de la famille, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils enterraient les derniers chrétiens dans leur famille,
ils enterraient le christianisme, d'une certaine façon, dans leur famille et peut-être à certains égards dans la société française. Donc, des petits-enfants enterrant les derniers chrétiens de la famille et demandant aux chrétiens qui restent de le faire à leur place, faute de bien savoir encore comment faire, d'avoir les codes, de savoir à qui s'adresser, etc. Il y avait là une scène, une image d'époque en quelque sorte, qui m'a frappé alors, j'allais dire, une scène récurrente dans toutes les paroisses de France, qui donnait à voir, qui signalait cette étape majeure qu'on était en train de franchir dans les familles, concrètement, dans la succession des générations, avec ce décrochage que j'évoquais tout à l'heure, qui n'a pas été bloqué et qui est très difficile à bloquer. Voilà. Donc il y avait une scène absolument fascinante sur laquelle le rapport, je dirais, passait rapidement, mais qui m'avait paru être peut-être la leçon finalement la plus significative du rapport en question, par-delà le dynamisme relatif de ces équipes d'œil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, si après ça, vous ne vous mettez pas à lire Guillaume Cuchet, franchement... J'ai oublié d'ailleurs de mentionner tout à l'heure un livre que j'avais trouvé formidable, c'est Le Crépuscule du Purgatoire, parce que vous avez terminé sur la mort, et les attitudes des Français ou des chrétiens envers la mort passent par des phases tout à fait extraordinaires, et vous évoquez notamment ces âmes du Purgatoire pour lesquelles il fallait prier, mais qui en même temps priaient pour vous d'une certaine manière. Enfin, il y avait un donnant-donnant qui avait atteint des proportions absolument gigantesques. Je me souviens qu'il y avait 20 millions d'associés à l'œuvre de l'oratoire de la chapelle Montligeon. C'était voilà, encore un livre passionnant. Alors, si j'ai invité Vincent Tibéri et Guillaume Cuchet, c'est qu'en même temps, je réfléchissais à un paradoxe, qui est qu'au fond... moins la France est chrétienne, plus elle vote à l'extrême droite, même si Vincent va justement essayer de nous démontrer que ce n'est pas tout à fait vrai, que les jeunes notamment sont de plus en plus tolérants, mais enfin comme les jeunes votent de moins en moins, enfin bref, il va nous expliquer tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un paradoxe, et vous en parlerez peut-être lors de la discussion que vous aurez tous les deux ensemble, comment on peut avoir à la fois une déchristianisation du pays et une droitisation, pour autant que le deuxième phénomène soit bien attesté. Alors je vais céder la parole à Vincent Tibéri, mais le présenter en quelques mots. Vincent Tibéri est un politologue, un sociologue notamment des questions électorales. Il a beaucoup travaillé, notamment avec Nona Mayer, qui était une grande dame de la sociologie électorale. Et parmi ses nombreux travaux, ses nombreux livres, il y avait notamment l'enquête menée avec Sylvain Brouard sur le vote des enfants d'immigrés, des personnes nées en France de parents immigrés, qui a été un grand livre, a marqué un grand tournant. C'était une des premières fois qu'on s'intéressait de près à cette seconde génération, comme on l'appelait. Et puis récemment, l'ouvrage sur la soi-disant droitisation non ou pas du pays. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que Vincent Tibéri a joué un rôle essentiel et continue de jouer un rôle essentiel dans la conception et l'exploitation de l'enquête annuelle de la CNCDH, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est un sondage très fouillé, extrêmement fouillé, un des plus beaux sondages dont on dispose sur les relations entre les communautés en France, sur la tolérance de façon générale dans des quantités de domaines, y compris, mais pas seulement, le domaine religieux. Et Vincent a élaboré, ça fait quoi, bien 15 ans maintenant que tu as élaboré ça, un indicateur général de tolérance qui fait une sorte de synthèse de toutes les attitudes, mais ça peut être l'autoritarisme dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la religion, et qui là aussi connaît des oscillations très fortes, avec en même temps une tendance lourde
qui ait une tendance vers plus de tolérance, et notamment dans les jeunes générations. Alors, c'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant de vous mettre, de vous faire parler à tour de rôle, pour qu'ensuite on puisse avoir, entre vous et avec le public, une discussion intéressante. Donc, Vincent, je te... Bonjour, merci beaucoup de cette invitation, François, c'était un honneur. Hein. Et je ne vais pas parler de droitisation, enfin, si un peu à la fin quand même, hein, mais tu vas demander de parler des musulmans, parce que en fait c'est devenu, à l'origine effectivement je suis un sociologue plutôt de l'élection en France, aux États-Unis, et puis progressivement je me suis mis à m'intéresser aux questions migratoires, et des deux côtés, à la fois la question effectivement de la tolérance et du racisme, et de l'autre côté effectivement ce qu'étaient les minorités ethniques aux États-Unis, ce qui m'a amené à travailler sur la France, ce qui m'a amené à travailler sur les immigrés, les descendants d'immigrés en France, et de fil en aiguille à me retrouver à aussi travailler sur l'islam, en n'étant clairement pas un sociologue du religieux. Mais pourtant, de fait, ça me permet de dire des choses en me sentant un peu plus libre, et puis surtout, ça me permet aussi, quand on travaille notamment sur cette minorité qui devient de plus en plus importante, dont on parle beaucoup tout en la connaissant finalement très peu, ça me permet quelque part ça me permet encore d'avoir un regard plutôt neuf et de prendre la variable religieuse comme probablement une des variables sur lesquelles on peut travailler, mais pas simplement la seule variable. Et peut-être qu'un des vrais soucis dans la France d'aujourd'hui, c'est que quand on parle de l'islam aujourd'hui, on en parle... c'est pas grave, je vais le faire directement. On en parle d'abord d'un point de vue politique et d'abord en disant du mal. Aujourd'hui, quand on parle en fait de l'immigration, trop souvent, on la limite désormais à une immigration autour de l'islam, à une immigration qui poserait problème parce que les valeurs de l'islam seraient des valeurs différentes de celles de la politique et de la société classique. Et de ce point de vue-là, on peut même parler de ce qu'en sociologie des médias, on appellerait un cadrage, c'est-à-dire un récit qui est devenu un récit dominant de ce que serait l'immigration aujourd'hui, ce que seraient les enjeux de l'immigration aujourd'hui. Aux États-Unis, il s'agit de manger ou pas les animaux domestiques. En France, c'est est-ce que l'islam, effectivement, est en train de nous imposer une nouvelle manière de vivre, une nouvelle société, etc. Et ce d'autant plus parce que très souvent, quand on parle de l'islam, on la voit comme une religion monolithique et avant tout une religion conservatrice. Et donc là, sur cette diapositive, vous avez l'intégralité des débats qui mêlent généralement islam et conservatisme. Ça va être la question de l'acceptation de l'homosexualité, et ça sera régulièrement dénoncé par des acteurs politiques qui eux-mêmes n'ont pas été très au point sur la défense des droits des minorités LGBT. Ça va être la question de l'égalité homme-femme. Même chose, par les mêmes qui pourtant n'ont pas non plus fait preuve d'une grande ouverture à la cause des femmes dans les différentes dimensions, que ça soit les années 70, 80, 90, 2000. Et puis c'est aussi la question de la liberté d'expression, et notamment avec la longue crise des caricatures de Mahomet, etc. Mais dans tout ça, ce qui en plus est assez troublant, c'est qu'elle va avec effectivement cette idée, alors grand remplacement ou d'un petit remplacement. Merci Guillaume. Mais effectivement, cette idée qu'en plus, les musulmans aujourd'hui en France seraient devenus une force politique. Alors j'ai regardé la liste déposée par l'Union des démocrates musulmans de France a fait un magnifique 0,06% aux élections européennes, donc effectivement, on est mal parti. Et puis penser qu'un parti ne peut pas être un parti qui défend une foi religieuse, c'est un petit peu oublier toute la tradition chrétienne démocrate qui, quand même, a construit l'Europe, et en France, a un certain nombre de figures importantes. Voilà. Mais il n'empêche qu'on est effectivement dans un moment très compliqué, ce d'autant plus que ce cadrage et cette montée en puissance du cadrage musulman empêchent de voir d'autres dimensions. Et là, le sociologue de l'immigration les connaît bien, d'autres dimensions qui pourtant sont tout aussi importantes pour essayer de comprendre ce que l'immigration fait à la société française, ce qui arrive aux immigrés dans la société française, à leurs descendants. Et donc, je liste ici, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de choses à dire, la question de la visibilité, des discriminations qui y sont associées, la question du multiculturalisme, la question de l'intégration socio-économique, etc. Autant de phénomènes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la religion, mais qui pourtant sont très réguliers
régulièrement occultées parce qu'on va dévouer l'attention médiatique à autre chose que, par exemple, les relations entre la police et la population, alors même que Trajectoire et Origine et bien d'autres enquêtes nous montrent effectivement qu'il y a un vrai souci de contrôle au faciès. Et ce contrôle au faciès, ce n'est pas simplement parce qu'il y aurait un aspect musulman d'apparence, mais bien d'abord et avant tout parce qu'il y a une manière de cibler racialement les jeunes, et notamment les jeunes hommes. Et donc c'est compliqué de travailler sur l'islam, alors même qu'on a aujourd'hui de plus en plus de données. Et ces données, elles nous permettent effectivement de brosser des portraits très très différents. Alors elles ne sont pas toujours simples, hein. Il faut effectivement aller trifouiller dans des données d'enquête sociopolitique, dans les données comme Trajectoire et Origine, où on n'aura pas toujours toutes les questions qu'on veut, et puis on peut aller travailler avec d'autres données comparatives. Enfin bref, on est aujourd'hui, et en fait on est depuis très longtemps, en capacité de mesurer les questions religieuses, et de les mesurer dans le temps, et donc de voir effectivement ce qui se passe. Et un certain nombre des graphiques que je vais vous montrer tout de suite dans pas longtemps, sont des graphiques qui vont pouvoir illustrer ce que Guillaume vous a dit en première partie de ce séminaire. Ce que je trouve d'autant plus important, c'est qu'il faut aussi, mais là je ne le ferai pas cette fois-ci, parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire, désolé François, mais effectivement, quand on travaille sur la question de l'islam, il faut aussi travailler sur la question de la société face à l'islam, et la manière dont la société française, alors dans sa diversité, appréhende effectivement cette nouvelle religion et ceux qui la pratiquent. Et donc je n'ai pas le temps, mais dites-vous effectivement, et si vous avez envie, on pourra y revenir dans les questions à la suite, que je peux vous parler des préjugés anti-musulmans, je peux distinguer ce qu'est l'islamophobie et la critique des religions de ce que sont les préjugés, effectivement, et les discriminations, et donc effectivement, vous montrer qu'une partie de l'histoire tient aussi à la manière dont on politise cette question, et notamment dont on caractérise les musulmans comme étant un bloc qui aurait une volonté et qui en plus essaierait de s'imposer au reste de la société. Et ça, quelque part, ça fait partie d'un récit qui, qu'on le veuille ou non, est devenu un récit dominant contre lequel les données s'insurgent, et pas que les données. Et c'est plutôt une bonne chose. Et donc, mais je tiens aussi à dire qu'il faut chercher sur l'islam. Il faut chercher sur l'islam et sur les musulmans. Il ne faut pas occulter effectivement qu'il peut y avoir des tensions, qu'il peut y avoir des endroits où il y a crispation. Et je vous en montrerai un certain nombre, notamment sur certaines questions de valeur. Mais le but du jeu est d'essayer, quand on fait des sciences sociales, de rendre compte des phénomènes, à la fois ceux qu'en tant que citoyen on trouve intéressants, ceux en tant que citoyen on rejette, et puis surtout il faut le faire en ayant une vraie logique comparative et régulièrement se souvenir d'où on est, d'où on part et avec quoi on peut comparer. Il faut bien avoir effectivement en tête que peut-être qu'une des histoires autour de l'islam et de sa place dans la société française tient justement à la déprise de la religion catholique, à la montée en puissance des sans-religions. Ce n'est pas typiquement français, ça se retrouve dans beaucoup de sociétés occidentales. Et effectivement, on se retrouve dans des situations où il peut y avoir effectivement un hiatus entre une société qui s'est déchristianisé, mais qui s'est déreligiosisé d'un côté, et des immigrés, des descendants d'immigrés qui viennent de mondes, qui viennent de sociétés où la religion est encore quelque chose de très très important. Donc pour ça, il faut comparer. Et puis il faut aussi comparer en se disant que l'islam n'est qu'une des religions. Et donc, très souvent, ce que j'appelle le biais de la paille sans la poutre, c'est de ne s'intéresser qu'aux musulmans en oubliant qu'il y a d'autres confessions religieuses et que le fait de croire, le fait de penser qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a des préceptes religieux à suivre, etc., ça peut peser de la même façon qu'on soit catholique, autre chrétien, musulman, juif. Et donc, vraisemblablement, un certain nombre de choses qu'on voit parce qu'on regarde les musulmans de près peuvent se retrouver dans d'autres confessions. Et donc, il faut, encore une fois, comparer. Et il faut comparer d'autant plus parce qu'il est désormais assez simple de poser des mauvaises questions, des mauvaises enquêtes sur l'islam. Et typiquement, quand on fait ça, on regarde effectivement la paille. Et c'est très chrétien ce que je dis là. Et donc, un exemple, alors c'est un exemple tiré d'une enquête qu'avait réalisée l'IFOP pour l'Institut Montaigne. Et comment dire, toutes ces questions qu'on mobilise généralement pour pouvoir du coup se retrouver à parler des musulmans comme étant conservateurs, on pourrait les poser
On pourrait les poser quand il s'agit, par exemple, du catholicisme. L'employeur doit s'adapter aux obligations religieuses de ses employés. Ce n'est pas que pour les musulmans que cette question peut se poser. Pour les bouddhistes, pour les catholiques, etc. La loi islamique est plus importante que la loi de la République. Gardez-la en tête parce que justement avec Nona Meyer, on l'a posé à différents échantillons de religieux et étonnamment, mais c'est peut-être pas la question de la charia, c'est peut-être la question du croire avant tout. Oui, si c'était celle-là. Les imams devraient être formés en France plutôt qu'à l'étranger, ça vaut pour les prêtres. Il faudrait pouvoir élire un grand imam de France. Je pense que ça pourrait valoir pour le catholicisme, mais ça serait une grosse révolution. Voilà, donc imaginons que ces questions-là qu'on pose aux musulmans pour mettre en évidence leur conservatisme, on pourrait les poser à bien d'autres confessions, et vraisemblablement que ça serait tout aussi heuristique. Alors, les dynamiques religieuses, très rapidement, effectivement, une manière, ce que je vais essayer de vous dire très rapidement, c'est qu'effectivement, peut-être que l'islam nous paraît aussi important parce que c'est la seule religion avec, effectivement, les autres chrétiens qui progressent en France, alors même qu'on est dans une société dans laquelle, effectivement, le recul du religion est assez impressionnant. Alors, il est assez impressionnant, et dans le même temps, il est finalement assez classique en Europe. La France est à... Alors la question ici est une question posée par le Pew Research Center. On demande aux gens, dans leur vie quotidienne, est-ce que la religion est extrêmement importante, assez importante, pas très importante, pas importante du tout. Et donc ce 11% nous donne une idée de, parmi les répondants français, combien effectivement considèrent que la religion est encore importante. Et de ce point de vue-là, les Français sont des Allemands et des Anglais comme les autres. Alors effectivement, il y a la spécificité de la Grèce. Et là, c'est la religion orthodoxe, et puis on est dans une tradition historique très très différente. Et si on y réfléchit, et notamment après des élections américaines qui nous ont frappés, effectivement, les Américains ne sont pas des Européens comme les autres non plus. Mais le truc qui m'intéresse ici, qui m'importe ici, c'est bien d'avoir en tête qu'on est dans des sociétés d'accueil en Europe où effectivement la religion est très très faible en termes d'importance, et les immigrés viennent de pays dans lesquels la religion, elle, est quelque chose de vraiment important, que ce soit en Inde, au Pakistan, en Iran, en Égypte, Turquie, là c'est Algérie, le Maroc, etc. Donc effectivement, on se retrouve dans une forme de hiatus qui n'est pas à négliger, et ça se retrouve effectivement, je vous montre juste celui-là, parce que Guillaume en a parlé, effectivement, on se retrouve dans cette situation où les ni immigrés ni descendants d'immigrés, alors ceux que dans le jargon de trajectoire origine on appelle les natifs de natifs de natifs, effectivement comptent désormais plus de 60% de sans religion, alors que des immigrés arrivés en France après 16 ans, donc arrivés adultes, c'est moins de 20%. Donc effectivement, ce hiatus est un hiatus extrêmement impressionnant. L'autre phénomène à avoir en tête, c'est effectivement ce lent recul du religieux en France. Alors là, on utilise les enquêtes électorales qui utilisent une question où on demande aux gens avez-vous une religion, et si oui, laquelle? Catholique, protestant, juif, bouddhiste, musulman, autre religion, sans religion. Et cette question a une fâcheuse tendance, je trouve, à surestimer l'appartenance religieuse. On se retrouve notamment avec énormément de catholiques non pratiquants dont on se rend compte qu'ils ne vont pas à la messe, ils ne croient pas en Dieu, etc. Mais ils se déclarent catholiques. En fait, c'est du catholique culturel quelque part. Et donc, effectivement, ces catholiques culturels, ils sont désormais autour de 60%, quand ils étaient 80%. Mais quand on demande autrement et qu'on mesure autrement la religion catholique, c'est-à-dire en disant, comme le fait Théo et comme le font les enquêtes sociales européennes, avez-vous une religion? Oui, non. Mais les catholiques se retrouvent désormais ici. Et les catholiques, et là, en rouge, vous avez effectivement les athées. Les musulmans, effectivement, sont désormais un peu plus nombreux. L'autre phénomène intéressant, et qui va dans le sens effectivement du petit remplacement, c'est de prendre en compte, alors cette fois-ci, on est en mai 2022, et j'analyse en fonction des cohortes de naissance. Ça, c'est l'héritage des démographes. Et je pense qu'ils ont eu raison. Donc 1950 et avant, donc 1950-1960, né dans les années 60, dans les années 70, 80, 90. Et le phénomène le plus marquant, c'est quand même cette montée en puissance de cette zone rouge. Cette zone rouge, c'est les athées, c'est les sans religion. J'ai mis un code couleur assez simple. Effectivement, les catholiques, qu'ils soient pratiquants réguliers ou occasionnels, décroissent fortement. Alors bon, là, il y a une légère variation, hein, ok, mais ils décroissent quand même, notamment plus une génération est récente, plus ils sont faibles, et effectivement, apparaît
dans ces nouvelles générations, une part importante de musulmans, où on se retrouve désormais à 11%, ce qui est grosso modo pas très très loin de l'univers catholique pratiquant. Donc vraisemblablement, on vient d'une société où le catholicisme était dominant, et il y avait une minorité d'athées. Désormais, les athées vont vers la majorité, largement vers la majorité, et vont se retrouver confrontés à deux minorités religieuses qui pourraient être effectivement d'égale importance, et peut-être même l'une pourrait effectivement devenir plus importante que l'autre, si on reste sur cette même logique, c'est effectivement les musulmans et les catholiques. Mon camarade Patrick Simon avait essayé à partir de TO1 de mesurer combien il y a de musulmans en France. J'attends qu'il le fasse pour TO2, il n'a pas voulu, il n'a pas eu le temps. Voilà. Mais effectivement, on pourrait avoir le nombre de musulmans. Ce que je trouve quand même extrêmement intéressant dans ce tableau, c'est que quand même on est loin des 15 à 20 millions annoncés par certains médias, certains acteurs politiques qui clairement ont une volonté particulière. Théo vous permet aussi d'avoir du coup, alors il est très compliqué, mais rassurez-vous, il est disponible en ligne sur le site de l'INSEE. Vous reprenez ce trio d'auteurs sur le site de l'INSEE, vous faites diversité religieuse, vous tomberez sur ce graphique et vous pourrez le suivre de manière plus approfondie. Ce que je trouve quand même important et intéressant d'avoir en tête, c'est que l'islam en France, c'est effectivement un islam maghrébin, donc première génération immigrés venus d'Algérie, deuxième descendant d'immigrés venus d'Algérie, Maroc et Tunisie, mais également un islam qui vient d'Afrique sahélienne, qui vient un peu plus, mais les plus rares d'Afrique centrale, de Turquie, et puis il y a quelques restes dans des Autres-Asies dont on ne sait pas trop où ils sont. Ça doit être du Pakistan, c'est pas de l'Asie du Sud-Est, c'est pas du Moyen-Orient puisque les Turcs et le Moyen-Orient sont là. Mais donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de toute façon, au minimum, quand on réfléchit à l'islam comme étant une religion très très diverse, et ça je vais y revenir, et bien de fait, on se retrouve dans une situation où les musulmans en France ont des histoires religieuses et des pratiques religieuses vraisemblablement très différentes les unes des autres. Et ça, les sociologues spécialistes de l'islam d'un point de vue qualitatif l'ont déjà montré. Effectivement, les Comores, c'est pas la même chose que la Turquie, qui n'est pas la même chose que le Maghreb ni l'Afrique sahélienne. Ce qui est également intéressant avec Trajectoire et Origine, c'est qu'on peut faire de la religiosité comparée. Et notamment de voir qu'il ne faut pas traiter les musulmans comme on traiterait les catholiques. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un souci majeur dans l'appréhension de l'islam, c'est de vous penser que l'islam passe d'abord et avant tout par les mosquées, de la même façon que le catholicisme hors de l'Église n'existerait pas. Et donc, dans les travaux classiques quantitatifs, du coup, on mesurait l'importance de la religion à la pratique de la messe dominicale. Et on appliquait ça au reste des religions. C'est une erreur majeure sur l'islam. Et c'est une erreur qui pourtant se reproduit et a un impact politique. C'est un impact politique parce que du coup, très souvent, quand on veut parler à des musulmans, quand des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, veulent parler avec la communauté musulmane, déjà peut-on parler d'une communauté, mais on se tourne vers l'islam organisé, on se tourne vers les mosquées. Or, vous allez voir que, en fait, les musulmans, pour beaucoup d'entre eux, sont des musulmans de pratique privée. Et ces musulmans de pratique privée ne fréquentent que très rarement l'islam organisé. Pourtant, ils et elles, majoritairement des elles, prient, pratiquent, croient, considèrent que la religion est importante, tout en n'ayant aucun rapport avec l'islam organisé. Et donc c'est quelque chose de vraiment très très différent du catholicisme et même dans une certaine mesure du protestantisme. Donc en gros, ça nous raconte aussi combien cette communauté est une communauté extrêmement diverse, probablement y compris dans ses préceptes et de ses manières de penser la religion. Et donc je vous le montre, on a donc dans Trajectoire et Origine différentes mesures. On a le suivi des pratiques alimentaires religieuses. Alors effectivement, on a les musulmans, les juifs, et puis les autres, ça ne les intéresse pas. La fréquence de l'assistance aux offices religieux, ce sont les juifs dans l'enquête Trajectoire et Origine qui sont les plus observants, devant les musulmans, autres chrétiens, catholiques. Les bouddhistes sont pas mal. Par contre, la fréquence des prières fait quand même que les bouddhistes et les musulmans sont très fortement mobilisés. Le port du signe religieux, notamment on va y revenir, c'est le voile. Voilà.
Donc on est quand même dans une situation où il faut comprendre la religion musulmane avec des œillères différentes, avec des points de vue différents. Et quand je vous disais que c'est assez impressionnant, quand vous prenez toujours dans Trajectoire et Origine les catholiques, les protestants, les musulmans, que vous regardez leur assistance à l'office, on se rend compte que très rapidement, et alors le pourcentage, c'est le fait de considérer la religion comme importante dans sa vie au quotidien. Et on voit bien que chez les catholiques comme chez les protestants, très rapidement, le fait de se décrocher de la religion organisée fait que très rapidement, on considère que la religion est faiblement importante. Chez les musulmans, c'est très différent. Et ça reste. Et donc, quand on parle de musulmans de pratique privée, elle existe vraiment. Voilà. Alors, un focus sur le voile, et je trouve que c'est important de le faire parce qu'on dit énormément de choses, et notamment du mal. Hein. Le voile est très souvent vu comme un signe de non-intégration et devrait être vu comme quelque chose de très dangereux. Je vous compare ici Théo 1, 2008-2009, et Théo 2, 2019-2020. Effectivement, il y a une progression du port du voile en France. Et essentiellement, cette progression, on la retrouve d'abord et avant tout chez les immigrés, particulièrement les immigrés originaires de Turquie et du Moyen-Orient, également du Maghreb, mais également d'Afrique subsaharienne. Et ce qui est assez frappant, et ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'entre les immigrés et les descendants d'immigrés de même origine, alors ça ne vaut pas pour ceux-là, mais ça vaut pour le Maghreb, ça vaut pour la Turquie, ça vaut en général. On constate néanmoins que le port du voile est particulièrement moins répandu chez les descendantes que chez les immigrés. Et donc ça nous montre que vraisemblablement l'augmentation du port du voile en France, c'est d'abord et avant tout une logique importée des sociétés d'origine, et pas nécessairement quelque chose d'aussi prégnant chez les descendantes. Et ce d'autant plus qu'il faut quand même se souvenir qu'à la fin, on est chez des adultes, hein, qu'on est à 24% du port de voile chez des musulmanes, alors même que je viens de vous dire que quand on se déclare musulman en France, et musulmane en France, c'est un réel engagement. Ce qui veut dire, et donc c'est toujours l'histoire de la paille et de la poutre, est-ce que c'est beaucoup le port du voile ? On est quand même dans une situation où pas loin des 3/4 des musulmanes en France, et c'est encore plus vrai chez les descendantes, hein, en ensemble c'est là, c'est moins de 20% chez les descendantes. En gros, 80% des descendantes ayant une foi musulmane en France ne portent pas le voile. Et toute la question derrière, qu'est-ce que c'est que le voile ? Pourquoi on le porte ? Qu'est-ce que ça implique en termes de valeurs, en termes de rapport à la société, en termes de rapport à sa foi, en termes de rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes ? En gros, il faut bien avoir en tête qu'il est peut-être temps d'écouter aussi les femmes voilées. Et là, on a un nombre impressionnant de travaux qualitatifs qui nous montrent effectivement que ça peut être du conservatisme, ça peut être effectivement une manière de se positionner face aux hommes, face à l'extérieur, ça peut aussi être une revendication. Et donc derrière, il y a un vrai travail parce que le voile est une pratique qui peut s'intégrer dans plein de logiques différentes. Simplement, dans notre manière de débattre, on ne le voit que comme un signe de non-intégration, voire même comme un signe de volonté de faire bouger ou d'imposer une certaine manière de vivre. Voilà. Il me reste combien de temps ? 10 minutes ? Oh, il faut que j'aille vite alors. Il faut que j'aille très très vite. Plus que ça ? 18, ouais, bon, quand même. Ok. Je vais vous parler de 3 points, parce que ça fait plus partie de mes... je serais ravi de répondre à toutes les questions que je n'ai pas pu évoquer avant. Je vais vous parler de 3 points, revenir sur 3 questions. Islam et valeurs. Peut-être, je ne sais pas si je vous parlerai de la question de l'antisémitisme, même si c'est une vraie question. Et puis je vous parlerai du vote communautaire. Donc j'ai 5. Islam et conservatisme, donc trop souvent. On associe nécessairement islam et comme étant un des éléments qui serait une des motivations qui irait vers des problèmes d'acceptation entre les hommes et les femmes, des problèmes d'acceptation de l'homosexualité, un conservatisme et donc une poussée, une volonté d'imposer des normes traditionnelles à l'ensemble de la population. Et c'est très très rare
dans une enquête de la statistique publique, on a réussi à poser des questions de valeur dans trajectoire et origine. Et donc il y en a sur l'acceptation des couples homosexuels, mais je vous ai pris l'attitude à l'endroit de l'avortement, et notamment du conservatisme à l'avortement, donc opposition à l'avortement. Ce graphique et les travaux qui en résultent seront publiés, mais sont déjà disponibles sur Alice HS. On a retravaillé avec Lucas Driot et Patrick Simon sur ces questions. Mais ce que je veux vous raconter quand même, c'est que oui, il y a effectivement un lien entre islam et opposition à l'avortement. Mais ce n'est pas la seule religion qui crée de l'opposition à l'avortement. Vous avez ici l'ensemble des groupes, alors notamment on va prendre les G1 du Maghreb, les G1 d'Afrique, les G2 d'Afrique, et là par exemple la G1 d'Asie. Ici on a les immigrés d'origine Vietnam, Laos, Cambodge, bouddhistes, et leur attitude à l'endroit de l'avortement est clairement plutôt conservatrice. Elle l'est beaucoup plus que si vous êtes athée. Les rouges, c'est toujours les athées. Chez les immigrés originaires d'Afrique, le conservatisme est fort chez les catholiques, les autres chrétiens et les musulmans. Il l'est beaucoup moins chez les athées de même origine. Chez les personnes d'origine maghrébine, effectivement, les musulmans sont très conservateurs, les athées de même origine le sont beaucoup moins. Phénomène important, vous notez que vous pouvez être d'origine maghrébine et être sans religion. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on entende plus souvent. Ce qui veut dire que quand je vous ai dit qu'il fallait prendre en compte la religion, mais pas que la religion, c'est typiquement, mais il faut prendre en compte les origines, la position dans les origines. Et on se rend compte du coup qu'il existe des personnes d'origine maghrébine athées. Mais le truc qui m'intéresse également, c'est de constater que quand vous prenez, cette fois-ci, les deuxièmes générations, donc nées en France, éduquées en France, d'origine maghrébine, d'origine africaine, d'origine turque, d'origine asiatique, systématiquement, l'opposition à l'avortement recule. Ce qui nous montre que le travail de socialisation, le fait d'exister en France, ça fait une vraie différence. Et donc, encore une fois, il faut avoir en tête que derrière la question de la religion, ce n'est pas forcément un problème de crise de l'intégration ou autre. On se rend compte de quelque chose d'important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que Olivier Galland appelle l'intransigeantisme, le fait de faire passer la loi de la religion devant la loi du pays. Bon, on s'est amusé avec Nona Meyer à faire une enquête à Sarcelles en 2019. Et l'avantage de cette enquête à Sarcelles en 2019, c'est qu'on a un nombre conséquent de catholiques, d'autres chrétiens, de juifs, de musulmans, d'autres religions et de sans religion. Et on s'est amusé juste à poser la question, selon qu'on est chrétien, juif ou musulman, si on est chrétien, est-ce que la Bible doit passer devant la loi française, la Torah ou le Coran? Et en fait, ce qu'on constate, alors c'est les pires, c'est les catholiques pratiquants, qui sont 63% à considérer que, effectivement, la Bible est supérieure à la loi française. Comment dire? Je crois qu'il y a un vrai problème d'intégration chez les catholiques. Les autres chrétiens sont à 45%, les juifs sont à 47%, les musulmans sont à 45%. Cet exemple est là pour vous montrer qu'effectivement, quand on travaille sur une religion, il faut travailler en comparaison. Et il faut se méfier de la paille et de la poutre. Effectivement, il est essentiel. En fait, en gros, le problème de l'intégration et de l'acceptation de la loi commune, c'est le fait de croire. Ce n'est pas le fait d'être musulman. D'ailleurs, ça se retrouve dans des pratiques assez impressionnantes où on demande aux différentes communautés à Sarcelles quel serait le souhait de scolarisation pour leurs enfants dans un privé confessionnel de leur religion, un privé sans éducation religieuse, public avec éducation religieuse possible, public sans éducation religieuse. Les sans religion, très majoritairement, sont favorables à du public sans éducation religieuse. Mais les musulmans, ils sont là. Les musulmans sont presque tout autant en demande d'enseignement public sans éducation religieuse que les sans religion. En tout cas, ils le sont plus que les catholiques pratiquants réguliers ou les autres chrétiens. C'est quand même troublant, non? Là encore, et on est quand même effectivement face à une communauté qui pourtant croit, qui pourtant pour certaines de ses membres portent le voile, etc. Mais quand on demande éducation publique sans éducation religieuse, on est à un très très haut niveau. Et puis les demandes d'adaptation religieuse sont finalement très faibles.
Alors effectivement, vous pouvez regarder cette partie-là des habitants de Sarcelles de confession juive qui sont les plus nombreux à demander du privé confessionnel, mais là je pense que ça renvoie effectivement à des vraies tensions entre du vivre ensemble religieux, entre les juifs et le reste de la population, et notamment avec la peur de ce qu'on appelle l'antisémitisme des banlieues. Et ce que je trouve important, et là c'est aussi typiquement ce que je souhaite vous raconter, c'est que bon, quand on fait de la recherche, l'antisémitisme des banlieues, c'est pas une bonne nouvelle. L'antisémitisme, c'est pas une bonne nouvelle tout le temps. L'antisémitisme, c'est un préjugé, ça doit se combattre. Et si effectivement il existe une nouvelle forme d'antisémitisme qui serait portée par les musulmans, effectivement, il faut réussir à contrecarrer ces préjugés, lutter contre ces préjugés. Et donc effectivement, il ne faut pas se voiler la face, ce d'autant plus qu'il y a eu quand même un certain nombre d'incidents, l'assassinat d'Ilan Halimi, les incidents de Sarcelles de juillet 2014, depuis lors les agressions antisémites qu'on a vues émerger après les attaques terroristes du Hamas. Donc ça pose de vraies questions. Mais ces questions, en fait, on les a déjà adressées avec mon collègue Sylvain Brouard en 2005. Et ce qu'on constatait, c'est qu'effectivement, il y a un lien parmi les Français d'origine maghrébine entre les musulmans pratiquants, les sans religion, et de fait, on se retrouve avec une situation où il y a plus souvent chez les musulmans des préjugés antisémites que dans la population générale. C'est très clair. Plus souvent. Et ça se retrouve encore dans les données de la CNCDH. Alors là, c'est le fait d'avoir donné 2 réponses préjudicielles sur 4 questions. Et donc effectivement, en 2013, 2014, 2022, 2023, et donc, de manière assez impressionnante, effectivement, les musulmans sont quand même plus nombreux à donner des réponses préjudicielles que les catholiques pratiquants et les athées. Donc, effectivement, il y a un lien entre antisémitisme et religion musulmane. Mais ce lien, il faut quand même avoir deux gros bémols. Premier bémol, c'est ils sont à 45%, ce qui veut dire qu'il y a un nombre conséquent de musulmans qui n'ont donné aucune réponse préjudicielle quand on posait des questions sur les préjugés antisémites. Et de 1. Et de 2. Quand on remet l'antisémitisme à l'échelle de l'ensemble de la population française, ce qu'on constate, c'est que l'antisémitisme de droite reste largement supérieur en termes de nombre, en termes de poids, à l'antisémitisme d'origine musulmane. Autrement dit, l'antisémitisme, ça reste un truc ban chez nous, qui doit être combattu et ne doit pas être oublié. À partir de là, effectivement, il y a du travail à faire. Mais on ne doit pas oublier ce qui se passe. Et puis, un dernier gros bémol, on est de nouveau à Sarcelles. Le papier qu'on a fait avec Nona existe qu'en anglais, mais on a fait une expérimentation. Cette expérimentation, c'était l'histoire d'un homme d'une 40aine d'années qui a été pris à partie par des jeunes qui l'ont traité aléatoirement, donc complètement aléatoirement, soit de salles arabes, de salles noires, de salles juifs, de salles français. Et on demande aux gens, est-ce que pour vous c'est quelque chose de très grave, d'assez grave, de pas très grave, de pas grave du tout? Le truc intéressant quand on fait ça, c'est que les gens qui vont répondre à la condition salle juif ne savent pas qu'il y a une condition salle arabe, ou salle français, ou salle noire. Autrement dit, ils réagissent vraiment en fonction du groupe cible. Et le truc vraiment très frappant, c'est que quand on est musulman, on a plus souvent tendance à considérer que traiter quelqu'un de salle juif, c'est plus grave que de salle arabe. Et donc ça montre que dans cette banlieue, qu'on considère comme étant aujourd'hui en très forte tension, quand il se produit des incidents antisémites, il y a une réaction. Il y a une réaction chez les musulmans, notamment, et les musulmans rejettent les comportements antisémites et les comportements d'agression. Ce qui montre qu'on est loin d'une espèce de guerre de tranchées. Alors certes, les données datent de 2019, il va falloir qu'on refasse l'enquête. Mais je trouve qu'elle nous raconte quand même quelque chose. Il faut clairement regarder les problèmes en face et dans le même temps accepter que les données sont peut-être plus intéressantes et plus positives qu'on ne le croirait. Dernier point et après je lâche, j'ai le droit. Le vote musulman.
parce que du coup, on en parle énormément. On en parle énormément. Là encore, on le voit comme étant un phénomène massif. On le voit comme un phénomène tel que certains partis céderaient à un agenda favorable aux musulmans et donc contribueraient à islamiser la France. C'est le discours. Mais là aussi, on peut travailler d'un point de vue empirique. Alors, on peut utiliser les données d'enquête, et puis on peut utiliser aussi trajectoire et origine. Et l'avantage de trajectoire et origine, c'est qu'on a plein d'éléments, et surtout on a plein de données, et on peut trifouiller dans les coins et montrer quelque chose de vraiment important. Moi, ce que j'essaie de raconter depuis 2005, et puis ensuite avec Patrick Simon, c'est que s'il y a un vote de la diversité, ce n'est pas un vote religieux, c'est un vote en fonction des discriminations. Et quand on essaye de qualifier quand on essaye de mesurer les alignements politiques en fonction des groupes d'origine, là je vous les ai classés en fonction du rapport gauche-droite. Plus vous êtes à gauche du graphique, plus les gens se situent d'abord à gauche plutôt qu'à droite. Et puis plus vous partez là-bas, plus c'est l'inverse. Plus c'est des groupes conservateurs quelque part. Les natifs de natifs sont là. Oui, on peut être assez impressionné par le nombre de sans religieux, de sans opinion ou de refus de répondre. Okay. Ça nous raconte quelque chose. Dans le bouquin dont François vous a parlé, c'est ce que j'appelle la grande démission, notamment à l'endroit de l'ensemble des partis de gauche, de droite et d'extrême droite. Mais donc, on se retrouve quand même dans un truc assez étonnant. Les groupes les plus alignés sur la gauche, deuxième génération originaire d'Afrique sahélienne, deuxième génération d'Afrique centrale, deuxième génération d'Algérie, première génération d'Algérie, immigrés d'origine d'Afrique sahélienne, immigrés du Maroc et de la Tunisie, immigrés d'Afrique centrale. Que des communautés racisées, que des communautés visibilisées. Et on se retrouve même avec des descendants des dom-tom ici. Étonnant. Alors, s'il y avait un effet de la religion, on pourrait le voir. Ici, j'ai les athées, natifs, donc natifs de natifs. Effectivement, Guy Misla et Michel Simon l'avaient déjà montré, et ça continue à fonctionner. Quand vous êtes athée, vous vous placez d'abord à gauche plutôt qu'à droite. À la différence des catholiques natifs de natifs, qui eux se placent majoritairement à droite. Ok, classe, religion et politique, la religion continue à peser, tout va bien. Mais ce qui est assez impressionnant, quand on prend nos athées natifs de natifs et qu'on compare aux athées de la génération de descendants du Maghreb, la proportion de placement à gauche est encore plus forte. Afrique, encore plus forte. Autrement dit, il y a un effet spécifique. Mais le truc vraiment impressionnant, c'est que athées d'origine d'Afrique subsaharienne, les musulmans sont ici, les athées de même origine, enfin les cathos de même origine sont là. C'est effectivement la barre gauche des catholiques dont on parlait tout à l'heure. C'est des catholiques finalement très très différents des catholiques de la barre droite. Ils se ressemblent, mais alors pas du tout. Et les musulmans dans tout ça, qu'ils soient d'origine du Maghreb ou d'Afrique, on se retrouve au même niveau de placement à gauche que les athées. Si le vote de la diversité était vraiment dû à l'islam, ça devrait exploser ici, et puis surtout, ça devrait même être supérieur à ce qui se passe ici. Ce n'est pas le cas. En gros, on se retrouve effectivement dans une situation où la religion musulmane n'est pas la variable opérante dans le placement à gauche. La religion musulmane n'intervient pas. Ce qui intervient, c'est le fait d'être immigré et descendant d'immigrés, et surtout d'être racisé. Et je m'arrêterai là, mais en gros, on se retrouve dans une situation où il y a un lien très fort entre la déclaration du fait de ne pas être vu comme des Français et le fait de se surplacer à gauche. Et donc, en fait, l'histoire politique de la diversité, ce n'est pas une poussée de l'islam. C'est le fait que nous soyons dans une société dans laquelle la ligne de couleur, les discriminations en fonction de la couleur de peau jouent, contraignent, structurent le rapport à la politique et poussent vers la gauche ou vers la démission. Voilà. Bon, j'avais des conclusions, mais je pense que j'ai trop parlé, et puis ça parle un peu de soi-même. Voilà. Merci beaucoup.